pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Daniel Kaplan, cofondateur d'une association, d'un think et do tank, comme on dit en français, qui s'appelle la FING, et qui essaye de produire des pistes pour l'action innovante des acteurs, et même parfois pour la recherche, au croisement de questions sociales, environnementales, économiques et technologiques. Je l'ai dirigé pendant 17 ans, je ne la dirige plus depuis la fin de cette année au profit du démarrage d'un projet qui s'appelle, je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais vous sentirez peut-être des choses, qui s'appelle Imaginizing the Future. Et cherchez pas Imaginizing dans les vrais dictionnaires, ça n'existe pas, ça n'existe que dans quelques dictionnaires du langage de la rue. Je l'utilise pour dire rendre imaginable. Donc vous commencez à voir peut-être un peu le lien avec le titre que vous avez sur le programme. Dans un de ses derniers romans, qui s'appelle 2312, l'écrivain Kim Stanley Robinson imagine, on pourrait dire comme tout le monde, un monde où, après avoir salopé sa planète d'origine, l'humanité ne trouve plus que dans la colonisation des autres planètes, mais de tout le système solaire et leur terraformation, comme on dit, le seul chemin de son développement. Ça, on le trouve dans plein d'endroits, mais le plus intéressant dans ce bouquin, c'est que l'auteur tente de décrire aussi précisément que possible ce monde comme une civilisation avec son histoire commune, et d'ailleurs sa relation compliquée avec la planète Terre, qui reste peuplée, mais qui est la seule à ne jamais réussir à sortir de ces problèmes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Et en même temps, on y reste attaché, on a besoin d'y voyager au moins une fois dans sa vie. Avec sa culture et ses arts, et notamment son land art à des dimensions absolument impressionnantes, avec sa vision de l'humain qui vit très longtemps, qui se déplace beaucoup, énormément, quand il peut en tout cas, ils ne peuvent pas tous, qui choisit son identité sexuelle dans un catalogue extraordinairement large, qui vit en symbiose avec ses artefacts techniques, mais sans se confondre avec eux. Je pourrais continuer comme ça, mais et pour ce faire, en fait, chaque chapitre s'intercale avec un chapitre dans lequel on va trouver des listes, on va trouver des extraits de livres d'histoire, de futur évidemment, d'après même parfois 2312. On va trouver des manuels de transformation d'astéroïdes en moyens de transport mixés avec des parcs à thème, comme ça, et ce qui est d'ailleurs un vieil imaginaire, puisque cette image ne vient pas de Stanley Robinson, mais de travaux sur cette idée-là, de creuser des astéroïdes, de les faire tourner pour créer une gravité, et de les lancer, ou de les doter en tout cas de capacités de locomotion, pour pouvoir vraiment voyager pendant très longtemps dans un univers artificiel que du coup on peut thématiser si on en a suffisamment. Et donc vous allez en trouver qui sont aquatiques, qui sont neigeux, qui sont dédiés au sexe, qui sont campagnards, qui sont etc. etc. Du coup, l'intrigue s'en ressent un petit peu parce qu'au fond, c'est le premier essai pour moi de science-fiction. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, en bon écologiste qu'il est et militant qu'il est, Kim Stanley Robinson a en fait perçu, il a voulu rendre compte, d'une manière un peu expérimentale encore, du caractère d'abord civilisationnel des grandes transitions. Il a compris que la technologie n'est qu'un agent, un facteur parmi d'autres, mais qu'en revanche, des changements de l'ampleur de transition civilisationnelle prennent, sauf catastrophe en tout cas, d'abord naissance dans les imaginaires. Alors on va commencer quand même par cette idée de transition. On a tous, notamment ici, évidemment, dans les entreprises, chez les chercheurs, à la bouche ce mot ou cette expression de transition numérique qui doit d'abord nous interroger parce que il faudrait qu'on sache bien ce qu'on veut dire de différent d'une expression comme l'informatisation de la société qui va fêter ses 40 ans cette année. Le rapport Nora-Mink, le premier rapport qui décrit les enjeux juridiques, techniques, économiques, sociétaux, évidemment qui a pris un petit peu d'âge, mais pas tant que ça. Il a donné naissance à la loi informatique et liberté, qui est une grande loi qui montre que de temps en temps, nos hommes et femmes politiques sont capables d'avoir vraiment une vision robuste. 40 ans, créer une loi qui tient aussi longtemps, au tout début de ce mouvement,
au moment où l'idée d'avoir un ordinateur chez soi était une idée farfelue, au moment où l'idée d'être connecté, sans même parler de mobile, en continu, n'existait pratiquement nulle part. Bon, voilà, on peut faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le constat fait il y a 40 ans dans un rapport, donc fait en fait il y a bien plus longtemps ailleurs, de l'informatisation de la société et l'idée d'une transition. Alors c'est ce que, à la fin, on a été chercher dans le cycle 2015 de notre cycle de prospective qui s'appelle Questions numériques, en travaillant sur les transitions, en décrivant les transitions, comme vous l'avez ici, comme le passage pour un système complexe, ça vous intéresse en principe, d'un état de départ, qu'on appelle également régime, dans par exemple toute une tradition de recherche et de recherche-action néerlandaise sur le transition management. Donc d'un état de départ à peu près stable, métastable, hein, comme le vélo qui roule. Je suis face à des scientifiques, donc vous voyez de quoi je parle là aussi, mais qui devient non soutenable, qui justement n'arrive plus à se maintenir dans cet état de mouvement à peu près équilibré. Donc, le passage de cet état-là à un nouvel état, différent du précédent, dans lequel on peut retrouver comme ça ces conditions de métastabilité. On avait décrit ça, on avait aussi en même temps, du coup, insisté sur le fait que la transition numérique est une des transitions contemporaines. Il en existe beaucoup. Probablement, un Russe, par exemple, considérera que peut-être, historiquement, un Russe qui a quand même peut-être une quarantaine d'années, historiquement, la transition démocratique ou économique, qui n'était pas exactement la transition prévue par Lénine, hein, mais la transition contraire, le repassage d'une économie planifiée à une sorte d'économie de marché, c'est probablement pour lui la grande transition, ou elle, la grande transition de son époque, et la transition numérique vient peut-être derrière. Il y a des transitions démographiques, on va bien sûr parler de plus en plus de transition écologique ou énergétique et de se demander si c'est la même, etc. Donc c'est une des grandes transitions. Dernière chose qu'on essayait de faire dans ce cahier, c'est de proposer, d'aborder les transitions comme des récits. Là encore, on ne l'a pas inventé, ça existe dans une sous-discipline littéraire qui s'appelle la narratologie, qui va décrire la plupart des récits comme la transition pour un ou plusieurs héros d'une situation où il n'y a rien à dire, c'est-à-dire à peu près métastable. Il vit quand même, donc il va quand même à la boulangerie, il se brosse les dents, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf si on s'appelle Georges Perec, à une autre situation où il n'y a plus rien à dire, mais entre-temps, il y a eu quelque chose à dire. Et donc il y a eu des éléments déclencheurs qui faisaient que... le fait de raconter une transition comme un récit présentait d'ailleurs deux avantages. Le premier, c'est d'inviter à y mettre de la vie, c'est-à-dire nous inviter à penser que si nous imaginons un changement d'état d'un système, comme une histoire, cette histoire, si c'est l'histoire linéaire et triomphale des pas successifs que l'on fait sans jamais revenir en arrière vers la nouvelle situation, c'est une histoire qui ne tient pas. Parce que c'est une histoire ennuyeuse, et une histoire ennuyeuse, ce n'est pas une histoire humaine, c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas d'autres acteurs, il n'y a pas d'autres intérêts, il n'y a pas des interactions complexes. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous alliez chercher les endroits où ça pourrait coincer, où ça pourrait se discuter, où il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, où il pourrait y avoir des grands choix à faire, où il pourrait y avoir à revenir en arrière pour recommencer à avancer. Des rebondissements, voilà, c'est quand on le raconte comme une histoire, on va chercher à ce qu'en plus ce soit une histoire intéressante. Et puis ça présente un second avantage, évidemment, c'est de nous rappeler que les conditions initiales comptent, et par conséquent, l'histoire, la géographie, les cultures, je repense à ce que Laurence de Villers nous disait sur le langage du corps. Le langage du corps, c'est le même et pas le même. Et probablement, les transitions numériques seront les mêmes et pas du tout les mêmes selon les civilisations, les endroits, les conditions de départ qui vont produire des conditions d'arrivée différentes. Enfin, dans ce travail-là, et pour l'avenir, nous faisions le constat d'une tension forte entre deux des grandes transitions, je dirais, à la fois les plus inédites et sur lesquelles on a peut-être le plus la main. Sur les transitions démographiques, on n'a pas beaucoup la main en réalité. On ne peut pas faire grand-chose, d'abord parce que ça se passe sur des durées très longues, et ensuite parce qu'on voit bien que les politiques publiques ou les messages, etc., sauf évidemment si on est la Chine, ont des influences relativement faibles
sur ce que font effectivement les gens. En revanche, sur les deux transitions que sont la transition écologique et la transition, on va dire, techno-économique, là, on a peut-être un peu plus la main, mais on a une véritable tension, deux véritables difficultés. Laurence de Villers terminait là-dessus, sur cette question compliquée, ce point Godwin du numérique qu'est le transhumanisme, celui à partir duquel on considère qu'on ne discute plus, mais au fond, on est dans cette transition aujourd'hui face au défi de ce que moi j'appelle, pour simplifier, les singularités, non pas en étant convaincu qu'elle est là, qu'elle est pour 2042 ou 2050 ou telle année, mais au fond de cette question de savoir si à un moment nous sommes dépassés au sens en perte de contrôle vis-à-vis de nos propres créations d'une manière irréversible. Au moins sur trois champs, le champ du travail, qui sont au moins des moments, des sujets de discussion contemporains, le champ du travail, le champ de l'intelligence artificielle et au moins celle de l'intelligibilité de ce que produisent comme connaissance et comme décision nos machines, donc la possibilité du coup d'en discuter tout simplement. Et puis, malgré tout, la question des limites biologiques, y compris de cette fameuse mort de la mort. Ça, c'est la transition technologique. On est là face à des questions qui sont à la fois présentes et futures, vertigineuses. On en a déjà vécu des comme ça. On n'est pas sûr d'en avoir vécu à ce point-là. Je suis frappé, par exemple, à quel point, à l'intérieur du Conseil national du numérique, dont je fais partie, les avis sont vraiment partagés, et avec une grosse majorité de gens qui disent « j'en sais rien du tout », pour savoir si ce coup-ci, le mouvement de destruction d'emplois lié aux formes d'automatisation des fonctions relationnelles, des fonctions de création, des fonctions tertiaires, sera suivi d'une création d'emplois au moins équivalente. C'est arrivé à chaque fois dans l'histoire. Donc on pourrait se dire que ça va revenir, mais même des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont des économistes très libéraux et très positifs, disent « ce coup-ci, je ne sais pas ». C'est je ne sais pas. C'est pas non, c'est je ne sais pas. Et on ne voit pas forcément le chemin. Mais peut-être qu'on ne le voyait pas à l'époque. Et puis la seconde, la transition écologique, qui nous invite au fond à cesser de nous considérer comme le centre du monde. Donc avec cette espèce de tension quand même difficile à gérer, si on a les deux à faire. L'une est du côté du dépassement continu des limites, l'autre est du côté de l'intégration des limites. Faire les deux à la fois, c'est difficile. Faire chacune de ces transitions, c'est difficile. Et ma conviction, mon constat, c'est qu'on est en plus dans une période historique où nous n'avons en fait pas les outils pour traiter les questions posées, ni par l'une, ni par l'autre, et encore moins par la contradiction entre les deux, entre celle qui vise à dépasser les limites, jusqu'à quel point, à partir de quel moment, la mauvaise limite, la ligne rouge, comme on dit parfois, est-elle dépassée, et celle qui invite à les intégrer. Et qu'est-ce que c'est qu'intégrer une limite? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une limite? Est-ce que c'est juste un agent humain, non humain, qui réagit, qui répond, qui devient un interlocuteur et pas seulement une ressource que l'on peut exploiter? Tout cela, ce sont des choses qu'au fond, nous n'avons pas traitées jusqu'ici. Mais on n'a pas ces outils pour plein de raisons. On s'est débarrassé des grandes idéologies. Chemin faisant, on a complètement jeté la suspicion sur l'idée même d'utopie. On se méfie des imaginaires collectifs trop puissants, en particulier nationaux, religieux. Nos mécanismes de décision collective ne sont plus généralement suffisamment puissants et ou légitimes pour nous permettre de prendre ou même de discuter de projets très difficiles ou de décisions difficiles. Regardez, quoi que ce soit que vous en pensez, à quel point l'idée de revenu universel est immédiatement balayée dans le débat public. Elle est évidemment immature, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée de la présenter à une élection derrière laquelle on pourrait se faire dire qu'il faudra en plus le faire si on l'a dit. Mais néanmoins, c'est aussi parce que nous n'avons discuté d'un changement de cette ampleur-là. S'il s'agit justement de le faire, on ne sait plus faire, vraisemblablement. On n'a plus les dispositifs. De même que, je reviendrai sur lui tout à l'heure, Neil Stephenson, dans un article important d'il y a maintenant 5 ou 6 ans, qui s'appelle Innovation Starvation, s'inquiétait de l'impossibilité de relancer des très très grands projets
Il disait, on ne pourrait plus aujourd'hui décider tous ensemble d'envoyer des hommes sur la Lune, ou des projets d'une ampleur de ce type-là, parce qu'on n'a plus les dispositifs, parce qu'il n'y a plus d'élan commun, parce qu'il n'y a plus d'institutions capables de construire, avec le coût que ça représente évidemment et les choix que ça signifie de faire, de construire l'enthousiasme qui n'est pas nécessairement universel, mais qui est suffisamment puissant pour pouvoir entraîner tout ça. Et enfin, dernier point, nous n'avons plus non plus, nous dit Nicolas Nova dans un bouquin qui s'appelle La panne des imaginaires technologiques, et je le rejoins, la fiction à la hauteur de nos technologies. Certaines d'entre vous, si vous avez mon âge, êtes peut-être venus à ce champ de recherche ou d'industrie aussi parce que vous avez lu à un moment de la science-fiction. En tout cas, les premiers créateurs d'entreprises dans le champ de la micro-informatique, dans le champ de ce qui allait devenir l'Internet ensuite, étaient des grands lecteurs de ce type de fiction. Ce qui est passionnant, c'est que ce n'était pas du tout une fiction. Si vous avez lu nos romanciens, si vous avez lu Philippe Cadic, ce n'était pas du tout une fiction heureuse. C'est une fiction de monde dur, mais excitant. Et donc, elle était presciente, non pas parce qu'ils avaient tout prévu, mais parce que des gens l'ont lu et se sont dit « c'est là que je veux bosser, ça me fait triper, je veux le faire, je veux le créer en réalité, et peut-être mieux d'ailleurs que l'originel ». Alors, donc on manque d'outils institutionnels, on manque de vision, et il ne suffit pas de dire on manque de vision, donc il n'y a qu'à en avoir une. Moi, je crois que profondément, si on veut retrouver des prises sur l'avenir à des échelles qui sont celles que je décris, nous devons d'abord retrouver des capacités de l'imaginer et de nous imaginer dedans et de nous imaginer le construire. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en revanche, il ne s'agit pas de chercher à tous l'imaginer de la même manière. Il ne s'agit pas de chercher à être d'accord, encore moins de chercher à être sûr, encore moins de chercher à réduire l'incertitude, juste de nous autoriser les uns et les autres, en tant qu'individus, en tant que collectif, en tant qu'entreprise, en tant que ville, etc., et que tous ces collectifs séquents s'autoriser à penser des avenirs différents, autoriser voulant dire permettre, mais voulant aussi dire rendre auteur. Alors, pour être un peu concret, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une mobilisation délibérée, de préférence joyeuse, des imaginaires? Et par imaginaire, je vous renvoie aux travaux de la chaire de modélisation des imaginaires dirigée par Pierre Musso pendant plusieurs années. Un imaginaire, c'est pas juste n'importe quoi, c'est un répertoire relativement organisé en réalité de récits et un symbole à l'aide duquel on fait deux choses au fond. Nous donnons un sens à nos expériences, à ce que je vois, ce que je perçois, etc. Je le traduis en une signification en passant par ce stock d'images, de récits, de mythes, de symboles, etc. Ce qui me conduit d'ailleurs à penser que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurence de Villers quand elle oppose mythe, fantasme et réalité. Je pense que mythe et fantasme sont des formes de réalité avec lesquelles, en fait, il faut se colter un peu comme les autres. Mais on pourra éventuellement en rediscuter. Donc, un répertoire grâce auquel on va donner sens à nos expériences et aussi dans lequel va puiser l'imagination, qui est la mise en action, qui elle-même va produire des nouvelles images, des nouveaux récits, des nouvelles émotions qui vont pouvoir se reverser quelque part dans cet imaginaire, lequel est à la fois personnel, collectif, etc. Donc c'est un truc aux frontières évidemment compliquées. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ces imaginaires? On ne peut certainement pas en attendre justement la recette miracle. Il suffit qu'on ait le bon imaginaire, qu'on se mette tous d'accord sur le fait que c'est quand même vraiment celui-là, et puis pof, on y va. Ça n'arrivera pas. Heureusement d'ailleurs, probablement, parce que si on va commencer à se dire mais pourquoi lui, il ne partage pas mon imaginaire, là, ou elle, hein, bon, vous voyez, on l'a déjà fait plein de fois. Mais on peut en attendre des outils, des ressources et du sens, au moins dans quatre domaines. Retrouver de l'énergie, comme par exemple font depuis des décennies ce qu'on appelle les afrofuturistes, qui sont nés dans la musique, qu'on trouve aujourd'hui beaucoup dans la littérature, et qui en fait vont se servir des imaginaires pour se raconter la manière dont l'Afrique
pourrait prendre la main sur son futur dans une vision qui vraiment, quelque part, coupe le lien avec le passé colonial et dit, ça y est, maintenant, c'est nous, et c'est nous tout seuls, c'est nous à partir de nos propres ressources mentales, intellectuelles, culturelles, de nos propres énergies, mais comme le fait aussi, par exemple, Neil Stephenson, dont je parlais tout à l'heure, qui, après ce papier Innovation Starvation, a lancé un projet avec le MIT, avec un certain nombre d'autres, non, avec l'université d'Arizona, en fait, d'État d'Arizona, ASU, qui s'appelle le projet Hiéroglyphe, et dans lequel il va chercher à faire produire des productions de hard science-fiction, donc de science-fiction fondée sur des considérations scientifiques, avec l'objectif explicite que ça inspire des projets concrets et ambitieux du genre, allez, l'ascenseur spatial, on y va pour de vrai. Je parle de ça parce que c'est l'un de ses projets, je ne sais pas si c'est son projet fétiche, ou en tout cas celui qu'il essaye d'utiliser comme exemple de ce que serait la dimension à laquelle il pense. Deuxième élément, évidemment, deuxième utilisation des imaginaires, d'explorer des nouveaux champs, de les explorer en admettant la complexité, et c'est ce qu'a fait de plein de manières dans son intervention passionnante Laurence de Villers d'ailleurs, mais en admettant que, évidemment, quand on explore, on tutoie aussi un certain nombre de limites, on n'est pas loin de précipices, il y a des trucs qui nous tombent dessus, etc., qu'on découvre des choses. Donc en admettant au fond qu'on va marier toujours fascination, recul, critique, appui scientifique solide et justement projection imaginaire. C'est ce que font en tout cas les bioartistes. Ici vous avez Nourit Barchaï, mais vous avez peut-être tous vu les lapins phosphorescents d'Eduardo Cac, par exemple, ou les designers très présents dans ce champ-là, ici du réseau Next Nature, qui essaye d'imaginer ce que c'est que justement une nature encore plus humanoïdée que celle d'aujourd'hui. Là, vous avez une imprimante 3D qui produit des plats préparés. Troisième fonction de l'imaginaire, créer du dialogue entre des gens qui viennent de cultures différentes, entre des gens qui justement, dont les idées, dont les récits, dont la manière de voir les choses peuvent relever pour vous du fantasme, mais réciproquement aussi, ou pour tout simplement, ou peut-être tout simplement en se décalant tous ensemble dans un territoire que aucun d'entre nous ne connaissons, et donc dans lesquels, étant tous en exploration, on peut se mettre à travailler, à réfléchir ensemble. C'est peut-être un peu ce qu'ont essayé les 12 écrivains de science-fiction réunis dans ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle Au bal des actifs, qui ont écrit justement sur les transformations du travail et qui vont au-delà du fait d'avoir écrit quelque chose, puisque plusieurs d'entre eux seront présents dans l'exposition et dans les débats de la Biennale du Design de Saint-Étienne qui s'ouvre à la fin de ce mois, et qui porte précisément sur la thématique du travail. Donc vous voyez comment le passage par l'imaginaire peut aider à essayer de réfléchir et d'échanger entre des gens très différents sur des questions d'avenir, y compris en changeant de posture. Et je pense notamment à deux situations passionnantes. Toutes les initiatives sciences-société qui vont essayer de prendre place souvent en amont des programmes de recherche et pas au moment où on va discuter des impacts, en produisant un dialogue autour des imaginaires. Le chercheur, la chercheuse qui se lance dans un domaine le fait pas seulement parce que c'est là qu'elle a fait ses études, et puis qu'il y a des trucs à faire et qu'il y a des verrous à lever. Hein, vous connaissez le verrou, ça c'est le truc qu'on vous dit, ça on va objectiver. Mais elle le fait parce que ça l'intéresse, parce que ça la passionne. Et pourquoi ça la passionne? Ben, un jour ou l'autre, vous allez trouver une histoire. Si vous allez vraiment le chercher, vous allez trouver un récit, vous allez trouver de l'imaginaire. Et ce que vont chercher un certain nombre de gens, notamment les designers dans des thématiques qu'on appelle le design spéculatif, c'est justement à faire s'exprimer ces imaginaires, à les prendre au sérieux, à considérer que c'est tout à fait important, et que ce qui est important, c'est qu'ils dialoguent également avec les imaginaires de cette fameuse société. Des gens qui vont décider, des gens qui vont en discuter plus tard, etc. Et se dire, mais en fait, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut
formuler aussi un certain nombre de questions. Ce n'est pas pour ça qu'on sait tout. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faudra pas aussi se poser des questions au fur et à mesure qu'on avancera, bien sûr, et que les applications émergeront. Mais ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Il est probable que sur un certain nombre de thématiques difficiles, un dialogue en amont ayant porté sur cette question des imaginaires aurait un peu changé les choses. Et c'est ce qu'ont essayé dans un tout autre domaine de faire Bruno Latour et Frédéric Aitoati en amont de la COP 21, dans ce qu'ils ont appelé le théâtre des négociations, qui s'est passé au théâtre des Amandiers de Nanterre, où 200 étudiants ont simulé une négociation climatique sur la planète, mais en apportant un changement fondamental qui nécessitait un vrai travail de mobilisation des imaginaires, c'est qu'il n'y avait pas que des pays qui négociaient, il n'y avait même pas que des humains, il y avait tous les gens qui, en fait, interagissent de manière concrète dans ce que c'est qu'aujourd'hui une planète à la période de l'Anthropocène. Et donc, vous aviez des pays, vous aviez des peuples, vous aviez les sols, vous aviez des baleines, et chacun de ceux-là avait des délégations et essayait de trouver les manières de vivre ensemble dans les années à venir. Et ça changeait complètement, évidemment, la dynamique des négociations. Donc vous voyez un peu la manière dont le recours à des formes d'imaginaire déconnectées de la décision, déconnectées au moins pour partie de formes établies de connaissances, de décisions, de preuves, permet d'aller explorer des choses. Et pour terminer, en quoi est-ce que ça peut vous être utile ? D'abord en reconnaissant que quand on travaille sur les systèmes du futur, on a forcément une image du futur. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais on va prendre un exemple. C'est quoi la ville du futur, hein, la smart city du futur là, hein. Elle est grande, elle est petite, elle est haute, elle est dense, elle est diffuse, elle est aérée, servicielle, résiliente, frugale, surveillée, organique, planifiée. Elle n'est pas tout ça à la fois. Hein. Est-ce que ça marche pour toutes? Est-ce que ça fait des hypothèses? Ça les fait où, les hypothèses? Et au fond, vous avez une image mentale de l'état du système futur sur lequel vous travaillez. Et en plus, évidemment, cette image que vous vous faites, elle a une influence, pas directe, pas immédiate, pas linéaire, parce que vous n'êtes pas seul, mais elle a une influence sur ce futur. Donc, c'est à la fois, je dirais, une précaution méthodologique et un élément de responsabilité. Mais très concrètement, en sachant ça, vous pouvez faire un certain nombre de choses, et en le prenant au sérieux. Vous pouvez commencer par questionner cette image, pas vraiment pour savoir à nouveau si elle est juste ou fausse. Partez du principe qu'elle est fausse. La réflexion sur le futur, la partie la moins intéressante de toutes, c'est celle qui consiste à le prédire, surtout dans des domaines complexes où ce que vous pouvez prédire, c'est qu'il restera complexe. Et donc, qu'il va falloir travailler plutôt sur sa capacité à gérer de l'incertitude. Mais par exemple, pour savoir si elle parle aux autres parties prenantes, et sinon, avec quelles images, eux, ils vous répondent, ou avec quelles images sous-jacentes, parce qu'évidemment, eux non plus ne savent pas forcément qu'ils ont une image du futur et qu'ils l'expriment dans leur réaction en disant « mais c'est horrible ce que tu me racontes » ou « mais c'est formidable » ou etc. Pour du coup réaliser qu'il y a d'autres images du futur de votre système et pour vous y intéresser, y compris de manière économique. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de différences de culture, est-ce que un maire américain voit la question de la Smart City de la même manière qu'un maire d'une ancienne ville européenne, qui le voit de la même manière que, je ne sais pas si on l'appelle un maire, mais que le responsable d'une nouvelle ville chinoise construite en 3 ans pour héberger 7 ou 8 millions d'habitants? Probablement pas du tout. Et ce n'est pas seulement du fait d'un faisceau de contraintes. C'est certainement pour toute une série de raisons, dont les contraintes font partie. Et puis enfin, évidemment, pour vous interroger sur le sens que véhicule l'image que vous faites, y compris la question parfois de savoir si vous vivriez dans la ville que vous aideriez à construire, comme les architectes dont on se dit parfois qu'on devrait les obliger à vivre pendant quelques années dans les tours, par exemple, qu'ils ont pu construire. Mais vous êtes des architectes de système, hein. Donc cette question vous est posée de la même manière. C'est peut-être moins évident, parce qu'il n'y a pas une forme bâtie. Hein, vous pensez par exemple aux gouttes qu'il y a derrière la Défense là, à Nanterre, avec des murs courbes et avec des fenêtres comme ça, avec des loyers modérés. Vous imaginez, vous allez voir un vitrier en disant c'est une fenêtre qui a une forme de larme, combien ça va vous coûter. Deuxième élément, réalisant que les autres acteurs du système agissent aussi avec et sur les imaginaires.
et donc en commençant à les considérer autrement. Par exemple, qu'est-ce que nous dit Airbnb quand il commence à sponsoriser des architectes hyper branchés sur l'habitat du futur? Ce qu'ils font, c'est clairement, et ils ne sont pas en train de le construire, donc ils sont clairement en train de travailler sur des questions d'imaginaire. Et ils sont clairement, de cette manière-là, en train de s'imposer dans le débat sur la ville du futur, dans laquelle, en tout cas à ma connaissance, ils ne sont pas en fait, en général, inclus. Je ne connais pas de projet, pour l'instant, de Smart City qui inclut sérieusement les disrupteurs que sont Uber, etc., qui font en fait probablement le plus aujourd'hui bouger les villes du fait de facteurs numériques et du fait probablement de leur imaginaire très Silicon Valley. Mais aussi établir ou rétablir le dialogue. À nouveau, quelle ville qui est forcément numérique, parce que vous voyez, cette photo-là, elle est prise avec un appareil photo numérique. Quelle ville est-ce que les gens qui, dans cette, je ne sais plus où, mais dans cet État indien, protestent contre le projet de Smart City, quelle ville numérique ils ont en tête, eux? Contre quelle Smart City est-ce qu'ils sont en train de protester? De quoi on parle, en réalité de ce point de vue-là. Alors si on parle évidemment juste d'autre chose que de pure corruption ou de pure opération immobilière, ce que je ne sais pas ici, mais voilà. Mais surtout, une fois que vous avez du coup relativisé votre vision initiale, vous êtes bien convaincu que c'est une construction issue d'un imaginaire, qui n'est pas seul, qui peut discuter avec les autres, qui peut donc bouger, etc., vous gagnez la possibilité de vous autoriser, toujours dans les sens multiples, à sortir un peu plus des clous, à disrupter la fameuse disruption qui peut-être sur un certain nombre de choses est au fond assez conservatrice, pas sur les modèles d'affaires, pas sur les jeux d'acteurs, mais peut-être sur les manières d'être, sur les manières d'envisager justement ce monde de demain. Est-ce qu'on peut questionner non pas seulement les hypothèses, mais les axiomes, hein, comme ce schéma, ce dessin que j'aime bien, et si en fait on imaginait les intersections, les croisements pour les piétons et pas pour faire passer d'abord les véhicules? Est-ce qu'on peut se projeter vraiment d'une manière beaucoup plus ambitieuse sur l'avenir des villes, un peu comme les travaux au Paris 2050 de l'architecte Vincent Calbeau, que je vous invite à aller voir, parce que c'est en tout cas justement inspirant et peut-être un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, ou encore avec Kim Stanley Robinson pour boucler, parce que je sais que j'ai que 2 minutes, enfin je sais grâce à vous, pour boucler, qui, dans un autre bouquin qui s'appelle New York 2140, imagine que la montée des eaux de plusieurs mètres a transformé New York en une sorte de Venise, ce qui la rend à la fois incroyablement cool et évidemment incroyablement cool pour ceux, pas très nombreux, qui peuvent continuer à y habiter. Et donc voilà, pour conclure, je vous réfère à cette phrase de la philosophe Isabelle Stengers, on est face tous ensemble à des transitions qui sont de nature civilisationnelle et pas seulement technologique, même si elles sont évidemment aussi techno-économiques, que nous ne savons pas vraiment gérer, qui nous mettent à chaque fois face à des questions difficiles, à des indécisions. Hein, bon, on en est à la COP 22, à se dire que peut-être pour le coup, on va enfin réussir à ralentir la croissance, pas à entamer la décroissance, à ralentir la croissance des émissions de CO2 dont on sait qu'elles sont un problème depuis 30 ans. Donc vous voyez à quel point c'est difficile. Et c'est pas juste parce que voilà, c'est parce que c'est en chacun d'entre nous, en chacun de nos modèles, en chacune de nos visions, en chacune de nos constructions individuelles, collectives, sociales. Donc on est face à des transitions qu'on ne sait pas gérer. Ma conviction, c'est que nous ne deviendrons capables de le faire qu'au prix d'un détour par les imaginaires et d'une prise au sérieux des imaginaires comme production, comme stock, comme lieu d'échange et de discussion. Que dans notre monde de l'urgence, c'est probablement l'une des ressources les plus sous-exploitées. Or, elle vous est essentielle à vous, si vous comptez sérieusement être des acteurs clés des systèmes du futur. C'est ce que je voulais partager avec vous.